Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors pour continuer sur la lancée de notre précédent podcast qui traitait des plateformes DevOps, et puis aussi on avait fait un podcast, je crois que c'était fin de l'année dernière déjà sur Kubernetes. On va s'intéresser aujourd'hui à un outil qui est de plus en plus finalement connu et utilisé dans le monde de DevOps, qui est Docker. Donc au programme, on va vous faire une explication de ce qu'est l'outil, de ses concepts et aussi de ses utilisations et vous donner quelques conseils par rapport à tout ça. La team du jour, donc il y a Philippe, Java Manegri. Salut. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question de pourquoi on n'a pas fait Docker avant Kubernetes. C'est un peu une faute de goût et une faute de style. Mais on y remédie. On a Arthur aujourd'hui, JavaScript Lover. Ouais, toujours. On a Nathan, Monsieur Propre du Code. Salut. On a Bastien, Mr. Cloud. Salut. Et on a Théo, dénicheur de News IT. Hello. J'ai trouvé un nouveau nom par rapport à la dernière fois. Sympa. Il y en a vraiment qui sont plus flatteurs que d'autres. Ouais. Il y en a qui payent plus que d'autres. On va démarrer par poser les bases, comme d'habitude. Nathan, est-ce que tu peux nous expliquer de manière assez simple qu'est-ce que Docker ? Simple, je ne sais pas, mais je vais faire de mon mieux. Docker, c'est une plateforme de conteneurisation. Donc, pour expliquer simplement ce qu'est un conteneur, c'est un package dans lequel on va mettre un ensemble de choses, donc principalement notre application avec notre code, tout ce qui va être nécessaire à la configuration et à la bonne exécution de l'application. Et donc, grâce à Docker, on va pouvoir justement créer des conteneurs et les instancier et les déplacer un peu partout, quoi, pour faire simple. Ça me comprendre un peu pourquoi a été créé Docker et comment est-ce que ça a été créé. Philippe, tu peux nous partager le petit point historique ? Nous vivons tous un moment historique. Allez, je fais un petit point historique, et ça va être probablement le même point historique que j'ai fait pour Kubernetes, parce que j'ai dû, je pense, expliquer ça. En fait, le principe, c'est qu'historiquement, on exécutait les applications directement sur un serveur. Donc, vous aviez votre serveur, votre système d'exploitation, vous mettiez votre application, et vous l'exécutiez. On a eu plein de problèmes avec ça. Pourquoi ? C'est que la limite de ça, c'est que si le serveur physique marche plus, votre application marche plus. Donc, on a inventé ce qu'on appelle la virtualisation. La virtualisation, c'est quoi ? C'est de s'abstraire de la couche physique en exécutant votre application dans une machine virtuelle qui peut s'exécuter sur une ou plusieurs machines physiques. Ça, c'est le premier niveau de virtualisation. Et pendant très longtemps, on continuait à faire comme ça. On faisait une machine virtuelle, on mettait son application dedans, on l'exécutait et tout allait bien. Les limites de ça, c'est que ça fait beaucoup de systèmes d'exploitation, beaucoup de VM pour exécuter des applications qui demandent très peu de choses. Et il est venu l'idée de faire du micro-virtualisation. Et c'est un peu ce que ça, Docker, c'est-à-dire revenir à un conteneur qui est plus petit et qui va pouvoir s'exécuter au sein d'une même machine virtuelle. Donc un Docker, c'est quoi ? C'est un environnement sécurisé, limité. C'est comme un tout petit système d'exploitation, tout paramétré pour votre application, que vous allez pouvoir exécuter sur une machine virtuelle, et puis derrière, qui va s'exécuter dans un système cloud. Donc les deux besoins, je pense, majeurs qui ont amené à créer Docker, c'est un, de pouvoir exécuter différentes applications avec des configurations différentes sur un même serveur, ce qui n'est pas possible nativement. C'est dans un PC classique, si vous avez n'importe quoi, un PHP 4 installé et un PHP 6 ou 7, ça ne va pas fonctionner nativement ensemble. Donc l'idée, c'est d'isoler ça dans des petits conteneurs qu'on soit capable d'exécuter facilement. Voilà. Et avec cette idée-là de conteneurisation, c'est aussi de s'abstraire de la couche physique et de première virtualisation et de s'enlever tous les problèmes de sécurisation qui peuvent être amenés avec ces problèmes-là. Parce que finalement, et on va rentrer directement dans le vif du sujet, Docker, il y a 3 grands concepts qui se cachent derrière, et tu parlais déjà un petit peu du premier qui est, je pense, intéressant, c'est la conteneurisation. Si tu peux expliquer un petit peu ce qu'est un conteneur, et je me posais d'ailleurs la question, c'est est-ce que tu as un lien entre le mot conteneurisation et finalement les conteneurs qui existent dans la logistique ? Alors, il y a un lien, oui. Il y a un lien, mais qui est très abstrait, qui est l'idée, c'est de dire, en fait, on peut mettre son application dans un conteneur et on peut ce qu'on appelle la ship everywhere, c'est-à-dire, en gros, grosso modo, on peut aller l'envoyer n'importe où sur Internet et elle va s'exécuter quelque part. C'est ça un peu la notion de conteneur, c'est que c'est packagé. Un conteneur, en fait, c'est quoi un conteneur dans le domaine de la logistique ? C'est quelque chose qui a la même taille, qui est standardisé et qui permet d'être, comment on appelle ça,
transporter et puis de manière sans réfléchir. Un colis, c'est problématique parce que ça a des tailles différentes. Un conteneur, c'est standardisé, ça a une taille, une longueur, une largeur, une hauteur et un poids maximal. Et du coup, on peut le faire. Et Docker, c'est ça. C'est l'idée de faire en sorte d'avoir une application qui se comporte toujours enfin, pas une application, mais un conteneur qui se comporte toujours de la même manière, qui puisse être exécuté à peu près n'importe où de la même manière. Et c'est quoi la principale différence finalement qu'on fait entre conteneurisation et virtualisation ? Alors, moi, j'aime plutôt dire que c'est un peu la même notion. C'est-à-dire qu'en fait, dans la conteneurisation, c'est de la micro-virtualisation. Mais après, on pourrait avoir des débats d'experts sur les différences, mais il faut retenir que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on rend virtuel des fonctionnalités qui étaient offertes par du matériel physique in fine et qui permet d'abstraire ça. Et dans le conteneur, on va virtualiser des appels à des systèmes d'exploitation en dessous du conteneur. Mais globalement, je pense que c'est pas très important pour les gens de comprendre vraiment quelle est la différence entre les deux. Il faut juste comprendre dans quel niveau d'abstraction on se situe quand on parle d'un conteneur. Dans un conteneur, on fait très peu appel, on fait très peu de cas du système d'exploitation, là où dans une VM où tout est système d'exploitation. Okay. Même si, qu'on soit bien clair, dans un conteneur, il y a un système d'exploitation qui est généralement un Linux quelque chose. Et surtout, bien souvent, il est partagé si jamais il y a plusieurs conteneurs sur une même machine. Il va être partagé entre les différents conteneurs. Et c'est le grand avantage par rapport à une machine virtuelle qui va devoir elle-même avoir également sa couche système qui va prendre des ressources, etc. Et c'est un des grands avantages comparé aux machines virtuelles. Dans les concepts du coup, qui se cachent derrière Docker, on parle aussi beaucoup d'images. Finalement, c'est quoi une image Docker je sais pas si... Nathan ou Bastien? Je peux essayer d'expliquer. En gros, une image, justement, c'est ce qui va permettre de décrire en fait, le conteneur. Donc, par exemple, on peut aussi créer des images pour créer son propre conteneur. Et dedans, dans une image, vous allez décrire en fait, ce que vous allez mettre dans le conteneur. Donc, vous pouvez avoir des librairies Linux, par exemple, si vous êtes sur un système Linux. Et vous pouvez copier justement les fichiers code de votre application dans le conteneur. Ouais, je pense Bastien, une notion encore au-dessus qui est importante d'expliquer dans une image, c'est que dans une image, on va décrire déjà sur quel système d'exploitation on se base et quel type d'application vous allez exécuter. Donc, si vous vous dites, je suis sur une Alpine OpenJDK, vous allez dire globalement, je vais commencer. La première information que vous allez commencer à dire, c'est je vais m'exécuter sur du Linux et je vais commencer à exécuter du Java. Voilà, c'est les premières instructions. Et après, comme le dit Bastien, on va fournir toute l'information qui va permettre à l'application de s'exécuter. On peut exécuter n'importe quel type d'application dans Docker ou pas? Pour moi, les seules restrictions qu'il peut y avoir, c'est tout ce qui va être application qui nécessite une interface graphique. Je crois qu'il y a quand même des solutions liées à ça, mais c'est rapidement complexe à mettre en place. Typiquement, tout ce qui peut être exécution de tests end-to-end, où on a besoin d'avoir un navigateur vraiment avec une image, ce genre de choses. On est toujours obligé de simuler vraiment l'écran. Parce qu'en fait, on exécute toujours les Docker dans des conditions où il n'y a pas de vrai écran. Et pour moi, c'est partie des limitations, mais c'est des cas qu'on rencontre rarement dans les applications de production qu'on peut développer. Et une autre limite, alors là, c'est plutôt une question, parce que je n'ai pas tout à fait la réponse, on m'a demandé ça l'autre jour, c'est est-ce qu'on peut exécuter des Docker avec des systèmes d'exploitation type Windows, mais Windows à l'intérieur d'un Docker? Moi, j'avoue que je n'ai jamais fait. Je ne m'étais jamais posé la question, mais on m'a posé la question l'autre jour. De ce que j'ai regardé, il me semble que oui. Je n'ai jamais testé. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne bien. Ouais, tu peux avoir une image Windows dans un Docker? Il me semble que c'est possible. Et une image Mac. Est-ce qu'on peut avoir une image Mac? En fait, ça ne me va tellement pas l'esprit de le faire. Un jour, on m'a posé la question et j'avoue que j'étais sur le principe, oui, mais dans la vraie vie, je ne sais pas si ça fonctionne. Mac, je serais beaucoup plus surpris pour ce que Apple pourrait autoriser ou pas. Je serais Windows fait quand même ses serveurs avec Windows Server, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse créer une image qui part d'un Windows Server. Pour certaines applications. Oui, mais tu vois, même un .NET Core, tu ne l'exécutes pas dans un Windows Server. Tu vois, quand tu veux faire un conteneur de ça, tu le fous dans Linux. Voilà, ça restera une question ouverte à fact-checker. Je suis quand même quasiment sûr que oui, parce qu'il y a plein de types d'images qui, par rapport au tag, vont dire dans ce tag-là, notre outil va être exécuté dans du Windows. D'accord. Donc, je suis sûr que oui, j'ai juste jamais testé. Si quelqu'un a la réponse en commentaire, n'hésitez pas à nous Après, partager. il me semble que du coup, par contre, quand on exécute des conteneurs basés sur des images Windows, on peut les lancer que sur des systèmes d'exploitation Windows. Ah ouais, c'est peut-être ça la limitation. Dans les concepts dont on parlait, donc conteneurisation, les images, j'ai beaucoup vu le mot Dockerfile apparaître. Nathan, si tu peux expliquer ce que c'est? En fait, c'est très simple. C'est le fichier dans lequel on va décrire justement notre image. Donc l'image décrit le conteneur et le Dockerfile, c'est ce qui va nous permettre de créer l'image. En fait, l'image, c'est le Dockerfile. En fait, c'est le nom du fichier qui décrit l'image. Ok. Comment ça marche concrètement Docker? Et voilà, quand on se dit tiens,
j'ai envie de le mettre en place, j'ai envie de tester l'outil. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait Voilà, c'est une vaste question. Projet simple. Ouais, projet simple. Alors, en gros, grosso modo, déjà, la première étape, c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut mettre dans son conteneur et qu'est-ce qu'on veut exécuter. Donc là, c'est pas forcément si évident que ça, parce que quand vous n'avez pas pensé votre application pour qu'elle soit conteneurisée, vous avez quand même un petit travail en amont à faire pour ne pas utiliser directement le file system, ne pas utiliser directement enfin, tout un tas de choses qui sont disponibles dans un système d'exploitation, mais que vous ne trouverez pas si facilement que ça dans un conteneur. Donc une fois que vous avez fait ce travail-là de préparation, après, ce qu'il faut faire, c'est de réflexer au contexte d'exécution dans lequel va lancer votre application. Et c'est ce que je disais, vous partez d'une image, généralement une Alpine, une Debian, ou ce que vous voulez, ça, et vous commencez à créer votre Dockerfile, comme le disait Nathan, dans lequel vous allez décrire formellement qu'est-ce que doit faire le Docker pour instancier votre Docker. Alors, on utilise le terme qui est à la fois la technologie et en même temps l'exécutable, mais vous allez créer dans votre Dockerfile qu'est-ce que doit faire l'application pour s'allumer. Voilà. Et là, vous allez travailler là-dedans. Et là, c'est souvent l'équipe un peu DevOps qui va s'occuper de faire ce job-là, de réfléchir à comment faire. Voilà. Et là, vous avez une grosse phase de test, parce que c'est quand même compliqué. Parce que quand on a l'habitude de faire des applications qui s'exécutent directement sur un système d'exploitation, c'est un poil touchy de le passer tout en conteneur. Néanmoins, si vous êtes sur des applications récentes, donc si vous démarrez sur des nouveaux frameworks habituels, le travail vers la conteneurisation est presque fait d'office, puisqu'il vous offre, que vous soyez en Gradle, en Maven, ou l'équivalent Windows, ou même dans le monde pourri de JavaScript, vous avez la possibilité facilement de passer sur une image Docker. C'était gratuit, ça. Gratos. C'est juste, je trouvais que tu participais pas assez. Ah ouais, c'est pas mon domaine. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un système de repository sur Docker où en fait, vous allez pouvoir réutiliser les images des autres personnes et aussi des autres entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout plein d'images qui sont disponibles sur Internet avec des applications qui sont déjà installées, avec des images qui sont déjà prêtes, qu'on peut utiliser. Et c'est vraiment quelque chose qui est très pratique quand on veut utiliser des outils qui sont peut-être durs à mettre en place. Je pense par exemple à un sonar où on peut avoir des images de sonar avec un sonar qui est déjà tout lancé dedans. Une base de données où on peut juste télécharger une image de Postgre et avoir automatiquement sa base de données qui est instanciée et que vous allez pouvoir utiliser tant que vous voulez. Et après, vous allez pouvoir vous baser sur ces images-là pour vous développer votre application. Et je trouve que c'est vraiment un des plus gros avantages de Docker, c'est de pouvoir installer en fait n'importe quelle image en un clic. C'est un peu comme si vous aviez une sorte de gestionnaire où vous avez toutes les applications, où vous pouvez l'installer sur n'importe quel système d'exploitation. Et en fait, Docker s'occupe de tout installer pour vous. Et je trouve que c'est vraiment un point très bien pour Docker. On parlait beaucoup de comment on crée du Docker. C'est vrai qu'à l'usage, tu peux avoir un rôle, j'ai envie de dire, juste d'utilisateur lambda et d'aller tirer des images avec des applications. Et ça, c'est vrai que c'est pas un usage qu'on a décrit jusqu'à présent, mais c'est vrai que cette espèce de Docker Hub et tout ce qui permet de faire ça, c'est très pratique. C'est ça. Si vous avez besoin, je dis n'importe quoi, d'un serveur SFTP qui peut être assez dur à mettre en place sur un Linux ou se mettre sur un Windows, vous avez votre Docker qui tourne sur votre PC, vous faites un Docker pool d'une image SFTP et vous avez votre serveur SFTP en local qui marche très bien, qui est déjà tout préconfiguré et qui marchera que vous soyez sur Linux, sur Windows, sur Mac. Et ça, c'est vraiment un gros avantage, notamment pour les développements. Je sais que nous, on a beaucoup de personnes à Axopen qui utilisent ça pour avoir des bases de données, pour avoir des serveurs SFTP, SMTP. Et c'est un outil qui est très utile aussi en tant qu'utilisateur et pas forcément en tant que développeur. Donc justement, de plus en plus sur des repositories open source, ce genre de choses, on peut retrouver des fichiers qui vont décrire les différents conteneurs Docker pour pouvoir lancer le projet facilement. Il y a souvent, quand on arrive sur un nouveau projet, la phase de je dois configurer ma base de données, tous les outils qu'il y a autour. Là, en fait, avec Docker, très rapidement, on peut directement commencer à développer avec justement tout le système auto. C'est ça. Puis après, on a ce qu'on appelle un Docker Compose. Je ne sais pas si tu en parles, Camille, plus tard. Mais pour pouvoir en fait avoir plusieurs applications qui se lancent en même temps, en fait, Docker Compose, vous allez définir plusieurs Docker que vous allez lancer en même temps, plusieurs images, et qui va vous permettre d'avoir des applications un peu plus complexes et de pouvoir un peu diviser vos applications. Et il y a pas mal maintenant d'outils open source où vous allez juste lancer un Docker Compose et il va vous lancer les 5 outils dont vous avez besoin, la base de données, le serveur ci, le serveur ça. Et en fait, vous allez pouvoir avoir limite une infrastructure directement sur votre PC en une seule commande. Mais c'est quoi toutes ces images, etc. Finalement, c'est Docker, en tout cas, c'est la communauté Docker qui va fournir des choses ou c'est Docker en tant que tel qui... Non, Docker en tant que tel, c'est le fournisseur de la technologie. Ouais. Après, c'est la communauté. C'est la communauté au sens large qui fournissent les images. Et aujourd'hui, si vous êtes un éditeur logiciel, 99% du temps, vous allez fournir une image Docker de votre application ou des images Docker qui permettent de faire tourner vos applications. Et du coup, ça permet directement à la communauté ou à les gens qui veulent l'utiliser de pouvoir faire un Docker pool. Comme je disais, c'est-à-dire tirer les images depuis le dépôt et l'instancier en local ou sur un serveur.
Et côté, tu commences à parler un petit peu de Docker Compose, etc. Quand on utilise Docker, finalement, alors je sais pas si c'est un langage ou en tout cas, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on lui parle pour faire les fichiers, etc. Est-ce que c'est un langage à proprement parler? Est-ce que c'est juste des commandes qui sont liées à Docker? Comment ça fonctionne? Alors, il y a, comme l'a dit Nathan, il y a le Dockerfile qui décrit formellement ce que font, ou le Docker Compose qui permet de décrire formellement quels sont les Dockers dont vous avez besoin. Et après, Docker fournit, oui, toute une panoplie de lignes de commandes. Ouais. Mais il faut le voir comme un outil d'infrastructure. Hein. Ce n'est pas du tout un outil user-friendly avec une petite interface graphique. Vous faites clic droit, ajouter, rajouter. Ce n'est pas tellement le truc. C'est d'abord des choses qui sont fait penser pour l'infrastructure et l'hébergement dans les systèmes cloud. Et après, du coup, on peut l'utiliser à travers... Tu lances des commandes, quoi. Oui, tu lances des commandes. C'est quoi les commandes les plus... Enfin, s'il y en a que vous utilisez le plus? Docker Up. Docker Up, Docker Up, Docker PS. Docker PS, Docker LS, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Docker Full, tout simplement. Docker Full. Ouais. Juste après le build aussi. Ouais, c'est Ça vrai. peut être utile si je fais Ça l'image. va bien. Toutes les notions de tag aussi pour tag l'image, pour ensuite la push sur des repos. Genre, c'est- Mais c'est je chose. dirais que c'est que des commandes intuitives pour des gens qui connaissent Linux, quoi. Enfin, en vrai, Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouveau paradigme ou quoi, c'est vraiment du classique. Ils ont essayé de garder, par exemple, Docker LS, Docker PS, tout ça, c'est des commandes. PS, LS, c'est des commandes qu'on connaît dans le monde Linux, donc on n'a pas à réapprendre la roue, quoi. Ok. Une fois que vous avez mis en place du coup votre Docker, qu'est-ce que vous en faites? Comment finalement c'est réellement hébergé? Et comment vous orchestrez ensuite les choses? dans Alors, le peut-être on va cloud, ma parler chérie, de... dans le Dans le Tu cloud. connais les nuages? alors en fait, quand vous avez fait votre image Docker, donc là vous êtes le Docker, c'est réellement fait plutôt par l'équipe DevOps, mais slash plutôt l'équipe Dev que Ops pour le coup, parce qu'il faut créer son Dockerfile et tout ça. Et après, par contre, il faut réfléchir à comment vous l'exécutez. Donc c'est généralement ce qu'on appelle les fonctions compute des hébergeurs. Et là, vous avez une multitude de possibilités de le faire, que vous soyez sur n'importe quel hébergeur. Vous avez le plus simple qui est de passer sur des espèces de conteneurs as a service qui vous permettent d'exécuter directement votre conteneur quelque part. Mais généralement, ce n'est pas vraiment ça qu'on fait pour plein de raisons. Parce qu'après, avec ça, on peut faire des choses de l'orchestration, on peut faire de la clusterisation, on peut faire du déploiement automatisé, on va faire tout un tas de choses. Et généralement, on utilise d'autres outils type Kubernetes ou tout ce qui tourne autour de ça, qui permettent de faire ce que ne fait pas Docker. Docker s'occupe vraiment de la conteneurisation et de l'exécution de cette conteneurisation. Elle ne s'occupe pas, cette technologie-là, de tout ce qui est autour de ça. Donc, quand vous partez dans le monde Docker, il faut savoir que vous partez dans le monde Docker et vous rajoutez 10 technos autour pour faire fonctionner votre Docker. Après, Docker propose aussi ce qui s'appelle Docker Swarm, qui est globalement une alternative à Kubernetes, mais qui n'est pas tellement forcément mieux que Kubernetes. Et, c'est juste une alternative qui permet de faire l'orchestration de Docker par Docker. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de se dire quand vous avez un Docker, et c'est pour ça que les éditeurs font ça, c'est que vous savez que si vous avez fait le travail de passer votre application en containerisation, quel que soit l'hébergeur que vous allez choisir, il aura une offre d'hébergement de conteneurs. Donc vous allez trouver chez votre hébergeur ce qui va bien pour exécuter des conteneurs. Après, pardon. Vas-y, Nathan. Après, il y a une raison qui justifie le fait qu'il y a beaucoup d'outils autour de Docker, parce qu'en fait, Docker va permettre de dissocier vraiment le contexte d'exécution de l'application du reste. Et en fait, si jamais on se retrouve avec juste une application qu'on peut déposer n'importe où, mais qu'on pose qu'à un seul endroit et qu'il n'y a pas de redondance, si jamais la charge monte, ce genre de choses, en fait, on perd vraiment l'intérêt de s'être embêté à avoir isolé notre application de son environnement pour le mettre dans un Docker. C'est que là, tout l'ensemble d'outils qu'il y a autour est, entre guillemets, justifié parce qu'on va vraiment pleinement profiter du fait qu'on a vraiment enlevé la couche de dépendance entre notre système et notre application. Après, je trouve qu'il y a tellement, les frameworks type Spring Boot le font tellement bien qu'en fait, je vois pas vraiment de raison de ne pas dockeriser une application. Si c'est une application qui a pour but d'être en production et utilisée sur le long terme, pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt de rester sur une contexte d'exécution classique. Je sais pas ce que tu en penses, Philippe. Vu qu'on peut le faire d'une commande dans tous les cas. Oui, alors, je suis d'accord. Après, c'est juste que pour des petites boîtes qui ont des petites DSI avec des petites équipes, c'est quand même beaucoup de techno à maîtriser pour exécuter une pauvre apps. Parce que j'allais dire en termes de marche à l'entrée, pour maîtriser, comprendre réellement Docker et réussir à correctement l'utiliser à des fins utiles, est-ce que c'est pas un peu trop compliqué pour... Alors, moi, j'ai toujours la même réponse. Si vous avez une équipe d'informaticiens avec vous, c'est la meilleure solution. Si vous êtes tout seul dans un coin où vous avez une petite équipe et vos gars ne sont pas hyper formés, c'est un peu overkill et ça va vous créer beaucoup de problématiques que vous n'auriez pas si vous hébergiez directement l'application sur une VM. Parce que qui
qui a mangé du bug Docker sait que c'est pas fun. J'allais dire, ça se passe comment finalement, une fois que vous avez un petit peu tout mis en place, comment ça vit un Docker? Est-ce qu'on met de la même manière que sur une application, point de vue langage, etc., un niveau de maintenance, entre guillemets, ou est-ce qu'on laisse juste filer le truc? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans 90% des clients, on l'héberge sur un Azure, un AWS et compagnie, et c'est ces plateformes-là qui s'occupent de faire les mises à jour de Docker en tant que tel, du kernel Docker, de la partie compute, de la partie système d'exploitation. Donc là-dessus, tu n'as rien de manuel. Voilà. Alors, il y a des boîtes qui ont leur propre orchestrateur en local, et là, c'est un autre boulot, et ça demande vraiment de la maintenance. Par contre, si vous êtes utilisateur pur et dur d'une plateforme de conteneurs as a service que vous utilisez, vous avez déjà moins de boulot. Mais le trade-off, il est que comme vous avez aussi moins de boulot, vous avez moins accès aux logs, vous avez moins accès à tout ça, et des fois, vous vous retrouvez avec des bugs un peu, je dirais, pernicieux, qui ne sont pas hyper simples à débugger. Arthur? Pernicieux, monsieur. Je me suis dit en le disant, ça va être trop compliqué pour Arthur, il va falloir que je fasse je suis perdu, moi, il faut que tu me donnes une traduction. Là. Et aujourd'hui, du coup, toi, tu disais, Arthur, tous les projets, tu les verrais. Tu te dis, il faut mettre un Docker en place si tu maîtrises Docker. Tu penses que c'est pertinent? Oui, alors moi je vois ça en tant que développeur et en tant que personne qui maîtrise ça, mais c'est juste pas forcément tous les deux projets, mais en fait à partir du moment où tu sais que ce projet c'est toi qui vas le maintenir et que c'est toi qui vas le mettre en place, et si toi tu connais autant Docker que mettre une application sans Docker, je vois pas l'intérêt de ne pas passer par Docker. Après je dis pas qu'il faut que n'importe qui veut mettre en place une application doit apprendre Docker pour pouvoir ensuite la déployer, c'est juste que si on a la connaissance des deux, autant utiliser Docker parce que ça nous apporte globalement pas tellement d'inconvénients par rapport aux avantages que ça peut apporter. Si on peut être synthétique, du coup, sur la partie avantages et inconvénients de Docker, c'est quoi nos vrais intérêts, du coup, à l'utiliser? Les vrais intérêts, c'est qu'il t'ouvre le monde de l'orchestration de conteneurs dans le cloud. Donc, il t'ouvre le monde de la scalabilité horizontale, il t'ouvre le monde du démarrage à chaud, du démarrage à froid, du redémarrage, il t'ouvre un monde merveilleux, si je puis dire, comme toutes les nouvelles technologies. C'est fantastique. Et en même temps, à côté de ça, ça te rajoute une nouvelle couche d'abstraction et donc une nouvelle couche de difficulté à maîtriser pour tes équipes. Parce que qui dit Docker dit qu'en fait, on est quand même obligé de maîtriser Linux et tout ce qui va en dessous. Voilà. Et souvent, malheureusement, le niveau des personnes en informatique n'est pas toujours, ne maîtrise pas. J'ai envie de dire, attention Arthur, je te vois en train de regarder, je vais essayer de pas dériver, mais en fait à chaque fois vous rajoutez des couches, ça veut dire que pour le développeur ou la personne qui va utiliser, il faut qu'elle maîtrise toutes les couches qui sont en dessous de la couche que vous utilisez, et plus on en rajoute, plus c'est quand même difficile pour les développeurs de comprendre réellement ce qui se passe. Vous voyez des inconvénients ou des limites à l'outil Docker en lui-même à l'heure actuelle, ou des choses où vous diriez c'est con qu'ils n'aient pas encore fait ça, quoi? Alors, je ne sais pas si on voit des limites. Alors, moi, je vais te donner des limites à Docker, mais qui ne sont pas des limites en soi de Docker, mais de cette technologie-là de containerisation. C'est dès que vous allez vouloir faire appel à des opérations système bas niveau, vous avez des abstractions et du coup, vous avez moins accès à la machine physique qui est derrière vous. Ce qui n'est pas gênant dans 98% des cas, puisque les applications qu'on utilise dans le cloud, on n'a rien à faire d'aller appeler la bonne instruction du CPU. Par contre, pour des applications très problématiques, type traitement d'image, type système temps réel ou tout ce genre de choses, Docker, ça ne fonctionne pas parce que l'abstraction vous empêche d'accéder à des fonctionnalités qui sont nativement utilisables sur des ordinateurs. Typiquement, si vous voulez utiliser, alors c'est un peu sur certaines applications, vous avez envie d'utiliser les cartes graphiques des ordinateurs pour faire un certain nombre de calculs très précis, très compliqués sur des flottants, ça, vous allez... par conception, Docker, c'est pas bien pensé pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est pas un problème en soi de Docker, c'est un problème de la conception de ce type d'outil. Ok. Vous voyez d'autres limites ou vous êtes plutôt convaincu par l'outil autour de la table? 100% convaincu. Après, ouais, j'ai quand même des limites au niveau des ressources que ça peut prendre. Je sais que, typiquement, surtout quand on parle dans le contexte de développement, quand on regarde la ressource que peut prendre une base de données MySQL dans un conteneur Docker et celle qu'elle prend vraiment quand on installe au niveau du système, il y a quand même une différence assez énorme qui fait que c'est toujours bien pour des applications de production et avec, je pense, un environnement qui a complètement été pensé pour, mais pas toujours penser que c'est la solution à toutes les réponses et se dire que des fois, le faire à la main, ça sera plus rapide et on aura la main entière. Moi, j'avoue, on file un mauvais coton, on attend, mais installer, comme tu disais Arthur, un Docker pour mettre une base de données sur ton système d'exploitation alors que tu pourrais juste installer la base de données, je trouve ça un peu overkill. Mais je comprends que ça soit facile.
Après, c'est dur de faire un apt get install MySQL, mais Bah, sur Windows, oui, c'est compliqué. Sur Mac aussi, donc c'est aussi l'avantage de Docker, c'est que quel que soit le système d'exploitation, tu auras ton... Parce que va installer un sonar sur Windows, puis tu me rappelles. Hein. ouais. Avant de clore le sujet, en tout cas de passer aux autres rubriques, vous donneriez quoi comme conseil finalement à quelqu'un, à un développeur qui veut s'intéresser à Docker et qui ne connaît pas On va laisser la question à Bastien parce que c'est finalement le plus dernier jeune, à avoir appris Docker. Bah, en fait, déjà, quand on est débutant dans Docker, il y a certaines choses où on ne se rend pas compte. Justement, bah, Nathan va en parler juste après, plus tard. Mais en fait, l'image est composée avec plusieurs couches. Et des fois, on ne fait pas attention et les couches s'accumulent. Et on commence à avoir des images en fait, avec une taille très grosse. Et ça, des fois, on n'y fait pas forcément attention et on n'optimise pas forcément. Donc, c'est un peu piégeux quand on est débutant dans Docker. Mais... je sais même pas si... D'accord, Bastien, ça va. Après, je sais qu'il y a un des sujets aussi, en général, on parle souvent d'images et de conteneurs, et je sais que pour avoir discuté avec des personnes qui débutaient, souvent, ils ont du mal à faire la différence entre les deux, de pourquoi là c'est une image, là c'est un conteneur, etc. Et en fait, je fais souvent le parallèle avec la programmation, de se dire qu'on va avoir la classe Java qui va décrire le contenu, et on va avoir l'instance de la classe. Et du coup, l'image va représenter ce qui est la classe en Java, et du coup, le conteneur, l'instance de la classe. De vraiment se dire que l'image va... Très belle métaphore. Je vrai me permets Professeur de la Nat. réutiliser quand j'explique Docker. Mais en fait, je me suis dit, l'image, le conteneur, c'est une instance de l'image, et en fait, quand on parle d'instance, c'est vraiment de classe, etc. Et Je c'était un te peu l'objectif, quoi. renommerai la prochaine fois que je te présente au podcast, ce sera Professeur Nathan. Et une petite question là qui me vient comme ça, mais on parle de l'outil Docker aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres outils concurrents en fait à Docker qui existent Alors, en termes d'outils, hein, pas de... Il y en a certains des micro-conteneurs sur Linux qui existent, mais honnêtement, je pense que ça doit être vraiment très minoritaire maintenant dans l'usage du marché. Docker a été accepté par... Je pense qu'ils ont même, les concurrents ont même abandonné, entre guillemets, je sais pense. pas, au parce tout que- début, il y avait d'autres solutions. Alors, je me souviens plus des noms parce que c'était 2013, 2015, un truc comme ça, où ça a commencé à vraiment émerger. Mais Docker a tout écrasé. Bah, c'est vraiment rapidement devenu le plus populaire. Après, je sais que moi, je connais un autre, c'est Podman, et qui répond à des problématiques différentes de Docker. Mais en fait, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la conteneurisation, il y a des standards qui existent. Et en fait, comme Docker implémente parfaitement ces standards, tout concurrent qui va implémenter les mêmes va pouvoir être utilisé exactement de la même façon. C'est pour Ça sert à rien de... Ouais, en fait, ça, c'est juste pour répondre à des problématiques d'implémentation de la conteneurisation différentes, mais on aura exactement les mêmes résultats derrière. Merci les gars pour votre avis et pour avoir un petit peu débroussaillé le sujet Docker. Nathan, on va passer au coup de cœur. Coup de cœur. T'en as un et en plus en rapport avec le sujet et là on fait des progrès. Exactement. En fait, c'est un outil qui s'appelle Dive et qui permet d'observer ce qu'il y a à l'intérieur des images Docker. Donc, ce qu'on expliquait tout à l'heure, les images, c'est des différentes couches. Et en fait, avec cet outil, on va pouvoir rentrer dans l'image, voir les différentes couches, les différentes modifications qui ont été faites au sein de l'image, et également voir la taille. Parce qu'en fait, il y a des problématiques qui peuvent se poser lorsqu'on fait des images Docker, c'est que elles peuvent rapidement être avoir un gros volume. Et en fait, pour pouvoir facilement voir quelles sont les différentes couches qui prennent beaucoup de place et lesquelles n'en prennent pas, etc., il existe justement cet outil Dive qui permet d'observer tout ça. Et c'est très pratique quand on veut comprendre pourquoi notre image fait 1 giga alors qu'en fait, il y a une petite application qui fait rien du tout, quoi. Parce que, en fait, pour justifier un peu, c'est l'implémentation de la taille des images Docker n'est pas aussi logique que ce qu'on pourrait imaginer. On pourrait penser qu'en fait, c'est juste la taille totale de notre système, mais en fait, c'est la somme de toute la taille de chaque couche. Ce qui fait que si on modifie, si on déplace un fichier, par exemple, en fait, on va avoir 2 fois la taille de ce fichier, parce que c'est dans des couches différentes. Et du coup, avoir un outil comme ça permet de mettre rapidement en évidence toutes les petites erreurs C'est quoi, qu'on peut faire dans le... c'est toi qui le lances quand tu vas faire une vérification parce que tu t'estimes qu'il y a un problème ou c'est plutôt un outil qui va t'alerter lui-même si tu le branches? Il faut le lancer soi-même. En fait, lorsqu'on le lance, on lui dit quelle image on veut analyser. Et, il y a un petit résumé à côté qui nous dit, par exemple, moi, je pense qu'on peut optimiser tant de taille dans l'image. Et en même temps, nous, on peut se balader dedans et voir tout ce qu'il y a. Il te fait aussi une analyse où il te donne il donne son avis, il te propose comment optimiser ton image ou c'est vraiment que du vers... Alors, je suis pas sûr. des Pour moi, logs. il te donne juste un nombre en disant, je pense que tu peux économiser 200 mégas. Ok.
Mais pour Après, moi, il dit pas comment, il dit juste Ouais. il y a ça en trop, débrouille-toi. Quoi. ouais, de mémoire, oui. Après, Ok, c'est intéressant. on peut pousser encore plus loin, mais pour moi, non. Ok, merci Nathan pour, pour l'outil. Philippe, coup de gueule. Notre Yeah. homme aigri. J'en ai deux, moi. Oh là là, toujours Ah là plus. là. J'en ai deux, parce que j'en ai pensé à un autre en Il est écoutant ce que disait pénible. Premier coup de Nathan. gueule, Alors moi, le Nathan. premier coup de gueule en lien avec Docker, et c'est plutôt pas la technologie Docker, mais c'est les images. C'est qu'en gros, je sais pas si c'est par Radinis, par sécurité, mais ils mettent même pas les commandes de base, Oui. type ping, Oui. type toutes ces commandes network de bas niveau. Et à chaque fois que vous avez un problème, vous êtes obligé de changer votre image pour juste pouvoir débugger le problème réseau là-dessus. Ça, franchement, ça me rend complètement hystérique C'est vrai. d'arriver sur une 1. Ah ouais, je suis tout à fait d'accord. Je sais pas, je comprends pas. J'imagine que c'est des questions de sécurité. J'espère que c'est des questions de sécurité parce que sinon, franchement, c'est juste faire chier les gens de pas les mettre. Donc, Je pense que c'est sécurité, question de taille aussi. Je pense que. puis- Ouais, non, mais le bin ping, Ah, mais- je pense Ah, que franchement, les très ping-pong, ils loin, doivent je pas pense. t'envoyer Je suis tout 500 à fait mégas. d'accord, mais je sais que quand tu regardes un peu des discussions sur des forums sur internet, il y a des gens, ils sont un peu fous pour vraiment optimiser le mégabit possible. Ouais, c'est ça. vraiment, Puis après, vraiment. les mecs, ils téléchargent des PNG Exactement. de 10 mégas, mais bon, peu importe. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième, qui n'est pas tout à fait en lien, mais souvent, c'est-à-dire que quand on utilise Docker, on est obligé de faire de la configuration dans les infrastructures type Kubernetes et compagnie. Et de plus en plus, on voit que la configuration se fait avec des fichiers YAML. J'en étais sûr que t'allais Et alors, faire moi, du ce YAML. format de fichier, Chaque fois, on parle du YAML, je Philippe. ne peux pas. C'est viscéral, tu vois. C'est Vraiment, le viscéral. JS et le YAML, tu peux pas. hein. Ouais, l'IS et YAML, je comprends pas pourquoi ce fichier. Moi, j'aimerais comprendre quelqu'un qui me dit pourquoi le YAML c'est cool. Ça, t'es un fan de Python. Il Ouais. adorait l'indentation où tu devais faire l'indentation. Je sais pas, et Est-ce que vas-y. quelqu'un dans cette table trouve que le YAML c'est bien? Ouais, quand t'as un bon éditeur, ça va, je trouve. Ça va. Ça t'évite de Ça mettre va. des accolades et Ouais. de savoir. Moi, je trouve que ça va. C'est vrai? Si t'as le bon éditeur, comme dire, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'autant tu fais ça sur un bloc-notes, oui, t'as envie de te tirer une balle, il y a T'as pas deux espaces, trois d'autocompression, tables. Tu sais pas ce que tu mets. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord, surtout qu'en fait, quand tu as beaucoup d'articles sur Internet ou quoi que ce soit qui te présentent du code, en fait, ils n'ont pas exactement le même format Oui. d'indentation. Ils ont mis Bah, deux espaces sur les trois. Exactement, clair. tu dois retrouver exactement le bon truc pour avoir la bonne conf. Tu sais pas Tu quel fais un article copier-coller, ça marche jamais. Ça décale tout d'une colonne à droite. Ouais, grave. C'est pas le plus pratique, c'est sûr. Merci Voilà. Philippe d'avoir Merci été pour toutes ces pénible. coups. On devrait renommer cette section. C'est ma section. Ta section. Le coup de Philippe. On va passer à la dernière rubrique. Théo, l'actu des techos. Qu'est-ce qu'il y a de neuf ce mois-ci? Yep. Et bah pour rester un petit peu dans le sujet chaud du moment, on va dire, donc sur l'intelligence artificielle, pour passer rapidement sur ChatGPT qui prolonge son contrat avec Microsoft de quelques milliards de dollars, qui passe payant aussi, donc qui va limiter peut-être un peu l'usage qu'on va en avoir. Google qui se lance à une course avec Microsoft et qui annonce 20 nouveaux projets sur l'IA, avec un taux d'embauche qui va suivre ces projets-là. Mais plutôt pour recentrer un petit peu sur la France, on va du coup avoir un colloque, donc le 10 février 2023, sur un débat de l'utilisation de l'intelligence artificielle et du big data dans tout ce qui est recherche et pratique médicale. Ils vont essayer de se fixer un cadre de réglementation des données, vu que les données médicales sont très réglementées, tout simplement, et sur l'éthique que ça peut impacter d'avoir une intelligence artificielle qui va justement fouiller notre recherche médicale. Ça va être vraiment le sujet de l'année, du coup, l'IA. Clairement, et des sujets peut-être plus ou moins impactants et importants, mais la tendance va beaucoup être influencée par ça. Peut-être un peu trop, Philippe, c'est ce que Pour moi, tu... l'IA, c'est le nouveau métaverse, quoi. C'est-à-dire qu'on Ouais. va te sortir 12 500 articles qui veulent rien dire. Et à la fin, on va te sortir un produit vaguement qui va. Moi, je trouve que c'est plus intéressant que le métaverse. C'est plus intéressant que le métaverse. Non, mais ça, et en même temps, c'est pas bien dit. Oui. Les opportunités aussi sont assez sympas, mais on va en faire et en refaire jusqu'à épuiser le sujet de fond en comble. Après, je pense qu'on- milliards de mecs sur Internet qui ont jamais rien fait de scientifique de leur vie et qui t'expliquent que ça va révolutionner le monde. Et ça me fait de la peine de fou que les gens passent leur temps à écouter des gens qui ne connaissent pas le sujet. Tu vois. C'est flippant. C'est fini le coup de gueule, Philippe. Faut arrêter, c'est fini. Mais pour le coup, oui, c'est rigolo. C'est rigolo. Mais là, moi, pourtant, en informatique, on nous pose beaucoup de questions comme tiens, t'es informaticien, tu peux réparer mon four. Mais là maintenant, on a vraiment des questions sur ChatGPT à toutes les réunions de famille. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça va enlever ton métier? Oui. Ouais. Oui, Tati. Oui, t'as dit. Allez, c'est bon. Peut-être que ça écrira ton Dockerfile tout seul. T'aimes bien nous le dire. Mais bon. Yes. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se dit rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures et un nouveau sujet. Bye, à plus. Ciao. Salut. Ciao.